Est-ce qu'on est bien connecté déjà? Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dont le sujet sera l'onboarding, un défi au cœur de la transformation de l'entreprise. Je suis Carolina Ringler, je suis auditeur RH pour Top Employers Institute et j'aurai la chance et l'honneur de co-animer ce webinaire avec Pascal Guillemin. Pascal, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Carolina. Merci. Je ne sais pas si c'est un honneur, mais moi, c'est un plaisir pour moi, on va dire ça comme ça. Donc, Pascal Guillemin, j'ai le plaisir d'être le DRH du groupe Cegid. Et donc, je vais partager avec vous ce qu'on a pu mettre en place au niveau de Cegid de manière très pragmatique et très concrète. Merci, Pascal. J'aimerais parler de quelques précisions techniques avant de commencer. Donc, vous avez pu voir, l'interface s'appelle Demio. Et dans l'interface Demio, vous avez la possibilité de poser des questions directement. Vous avez une colonne à droite de votre écran. Nous répondrons à ces questions au fil de l'eau, par écrit, si besoin. Et sinon, à la fin du webinaire, quand nous avons réservé une partie, une quinzaine de minutes pour ces genres de questions de réponse. Sachez aussi que toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir à la fin de ce webinaire un lien vers les replays pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, le regarder une autre fois. Donc, avant de démarrer dans les vifs du sujet, j'aimerais vous dire quelques mots par rapport au Top Employers Institute. Donc, comme vous pouvez voir, pour faire rapide concernant les Top Employers Institute, nous sommes aujourd'hui l'autorité internationale indépendante dont la mission est d'auditer la stratégie, les pratiques en ressources humaines des entreprises dans le monde. Et pour ce faire, nous avons déjà une bonne trentaine d'années d'expérience. Près de 1700 organisations ont déjà été certifiées dans le monde, dans 120 pays pour cette année, avec une méthodologie globale qui est unique et elle nous permet de passer en revue notamment 400 pratiques en ressources humaines. Pour la France, nous avons à peu près une centaine d'organisations qui ont été certifiées l'année dernière. Et vous allez les découvrir sur les slides suivants. Donc, vous allez reconnaître quelques noms dans cette liste. La plupart de ces noms ne vous sont pas inconnus. Bien évidemment, vous trouverez Cegid parmi la liste de ces entreprises certifiées. Pascal, je te laisse donc présenter Cegid avec les slides suivants. Donc, Cegid, notre métier, c'est de fournir des solutions logicielles spécialisées pour des clients spécialisés en 100% cloud. Et ça pour l'ensemble de nos clients sur l'ensemble des pays qu'on adresse. Donc, c'est une vingtaine de pays en direct et plus de 130 au travers de notre réseau de distributeurs. C'est 3600 collaborateurs à ce jour, c'est 350 000 clients dans le monde, des positions de leader sur un certain nombre de nos spécialités et c'est 8000 revendeurs. Ça, c'est notre présentation rapide. La slide d'après, Carolina, c'est sur la partie des éléments économiques. Donc, 53% de notre chiffre d'affaires est en SaaS, puisqu'on assure aussi l'accompagnement de nos clients sur la partie de l'intégration. Et on a encore des solutions, qui sont on-premise. Notre chiffre d'affaires de cette année devrait être de 634 millions. Donc, c'est une projection, puisqu'il nous reste encore quelques semaines pour finir l'année. Et 80% de notre chiffre d'affaires est récurrent. Donc, ce qui fait de nous un acteur important dans la partie du cloud et dans notre typologie d'activité. Et juste pour mettre en perspective les choses, on a doublé de taille en 4 ans au travers de croissance organique et au travers d'un certain nombre d'acquisitions en France et à l'international. Oui, c'est ce qui va devenir particulièrement important quand nous allons parler justement de l'onboarding. Merci beaucoup Pascal pour cette introduction. Ça nous permet de fixer les cadres de ce qui a été mis en place chez Cegid. Nous allons voir justement en quoi l'onboarding est primordial dans les entreprises et pourquoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui de ces sujets l'onboarding. Nous avons pu observer en tant que Top Employers Institute dans les pratiques de nos top employeurs et que la question de l'onboarding est importante.
Et les top employeurs font notamment évoluer leurs pratiques dans la matière. Vous savez tous ce qui a changé depuis quelques années et le contexte. Les liens entre les collaborateurs et l'entreprise, nous les savons tous, a évolué, notamment à cause du télétravail. Et les entreprises ont reconsidéré leurs pratiques. Donc, ce que je vais faire, je vais partager quelques chiffres avec vous pour que vous voyez quelle a été cette évolution. Alors, concernant les chiffres que je vais vous présenter, ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est en toute avant-première. Ce sont les résultats de l'audit de cette année, des entreprises certifiées qui vont être notifiées prochainement. Ce que nous pouvons constater directement avec les premiers chiffres, c'est que l'onboarding est devenu un incontournable pour les top employeurs en France. 98% des entreprises proposent un parcours onboarding. Ce que j'aimerais juste revoir un petit peu le concept d'onboarding pour que nous soyons tous sur la même page. C'est les parcours qui vivent les nouveaux salariés du moment où il est informé de son embauche jusqu'à la prise totale de son poste. Et c'est un processus qui peut prendre plus ou moins longtemps, peut aller jusqu'à plusieurs mois si nécessaire. Donc, une fois que nous avons déjà parlé de la définition de ce processus, on peut se pencher aussi par rapport à comment est constitué cet onboarding. Nous pouvons voir que 98% des top employers proposent des modules spécifiques selon les postes et les niveaux des fonctions. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une grande préoccupation pour adapter les processus aux collaborateurs. D'un autre côté, ce que nous pouvons voir aussi est que l'expérience collaborateur est au centre. Elle est très importante. 67% des top employers analysent les données pour améliorer cette expérience d'intégration. Donc, il y a aussi une notion de amélioration continue quelque part et une attention portée à l'expérience du collaborateur, de prendre en compte son ressenti, d'adapter les moyens que nous mettons en œuvre aux besoins des collaborateurs. Il y a aussi 45% qui peut paraître pas très grand comme chiffre, mais c'est quand même une augmentation de 20 points en un an des entreprises qui recueillent les premières impressions. Et par rapport aux premières impressions, on parle vraiment de la première semaine, du premier jour du travail, du lundi au vendredi. Qu'est-ce que le collaborateur a vécu, qu'est-ce qu'il a ressenti. Donc ça, c'est une vraie progression, cette mesure. Et l'idée, c'est que, en fait, souvent, on voit qu'il y a des entreprises qui font des rapports d'étonnement après plusieurs semaines, après plusieurs mois. Mais on constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui quittent assez rapidement l'entreprise au cours des premières semaines. Donc, cette première impression de ces premiers jours joue un rôle très important par rapport à leur attention. Alors, maintenant que j'ai donné ces éléments numériques, je vais laisser la parole à Pascal pour qu'il vous parle des priorités des CJ dans la matière, justement, dans l'onboarding. Alors, je vais vous partager ce qui est notre expérience sur la partie de l'intégration, donc qui a toujours été un point d'attention au sein du groupe depuis très, très, très longtemps et qu'on essaye d'aménager de manière très régulière. Vous avez 5 raisons majeures qui soutiennent notre démarche sur la partie de l'intégration. Le premier, c'est au titre de la performance, c'est le ramp-up, la durée du ramp-up et la qualité du ramp-up pour que des collaborateurs puissent prendre leur poste de la meilleure manière possible, donc être en capacité de leur donner les meilleures conditions possibles et d'être dans un modèle gagnant-gagnant, aussi bien pour l'organisation Cegid que pour les collaborateurs, à savoir je suis en capacité de bien tenir mon job. Avec une particularité du métier du logiciel, c'est qu'on trouve rarement le profil qui correspond parfaitement au job dont on a besoin, donc ça nécessite toujours un accompagnement de la formation, du développement avant de pouvoir tenir complètement le job. Comme l'a dit Carolina, pour des périodes qui peuvent être en fonction des métiers de 1 mois à 3 mois ou à 4 mois, en fonction de la complexité et on va dire du niveau de job. Ça, c'est le premier point, c'est d'être en capacité, on va dire encore une fois, d'assurer la bonne performance de l'organisation et faire en sorte que le collaborateur puisse rapidement être autonome dans son job. Le deuxième point, c'est l'adhésion à la culture. On est dans
dans une période qui est pas toute récente, qui nécessite d'avoir, on va dire, une vraie adhésion à la partie de la culture, alors ce qu'on appelle pour partie les soft skills, mais l'objectif, c'est de connecter les personnes à ce que l'on est et à ce que l'on veut mettre en place. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce que on exerce son métier? Avec quelle practice on s'adresse à nos clients? Et donc, la deuxième partie de ce parcours d'intégration, c'est aussi de pouvoir partager cette culture au sein de l'organisation, donc d'augmenter la partie des échanges et la diversité des expériences qu'il peut y avoir au travers d'un parcours d'intégration. Le troisième point, c'est le partage de valeurs. Donc, bien entendu, comme on l'exprime aux nouveaux arrivants au sein du groupe, c'est pas parce que vous avez marqué des mots sur un support quel qu'il soit, un PPT ou on va dire des affiches ou un site web que pour autant vous en comprenez et le contenu et puis encore moins que vous ayez la capacité d'y adhérer. Donc, c'est accompagner ça et c'est ce que je vais vous illustrer au travers de quelque chose qu'on a essayé de prendre au travers du jeu. Donc, ça, c'est le point qui nous a permis, nous, de pouvoir rendre concret ce qu'est les valeurs dans l'exercice de son activité. Le quatrième point, c'est la connaissance du groupe. On est dans des métiers de spécialistes, donc forcément, on a un enjeu qui est d'avoir la meilleure vision globale de où est-ce qu'on se situe dans cette chaîne de spécialité, dans cette chaîne industrielle qui est l'édition logicielle et l'industrie du logiciel. Et donc, c'est de comprendre qui fait quoi dans l'organisation et c'est d'accompagner dans le rôle de chacun à la meilleure connaissance possible de la partie du groupe. Le dernier point intitulé sous la partie de la loyauté, c'est toute la partie fidélité à l'organisation. Bien entendu, on est sur des activités de création intellectuelle, donc on n'est absolument pas dans des modèles où si les collaborateurs restent 12, 18, 24 mois ou 36 mois, on est satisfait, bien au contraire. Et donc l'enjeu de ce parcours d'intégration, c'est, comme on le dit souvent, c'est la première impression qui dure un peu et qui doit être la meilleure possible pour que vous restiez dans l'organisation. Et donc l'enjeu aussi de ce parcours d'intégration, c'est d'assurer de la fidélité au sein de l'organisation, bien entendu en donnant les éléments nécessaires aux collaborateurs et en les mettant en perspective. Mais l'objectif, c'est de pouvoir les conserver dans l'organisation de la meilleure manière possible et le plus longtemps possible. Voilà pour la partie des raisons qui fondent le parcours d'intégration au sein de Cegid. D'accord. Merci Pascal pour cette introduction. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partager avec vous aussi quelques tendances chez nos top employers qui vont vous permettre de voir un peu comment ça s'est traduit dans la pratique. Ce qu'on peut voir en règle générale, c'est qu'il y a une diversification des expériences. Il va y avoir du virtuel, il va y avoir du sur place, du collectif, de l'individuel, des mises en situation. Entre autres, quel est l'objectif? C'est que les collaborateurs soient formés pas seulement techniquement, aussi de l'intégrer socialement le plus rapidement possible. On peut voir déjà l'approche digitale, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a quand même 85% des top employers, ils ont une plateforme digitale qui est complètement dédiée à l'intégration, ce qui est particulièrement utile, comme vous avez pu deviner en ces moments, si une partie de l'onboarding est fait en télétravail, on peut tout à fait les faire avec ce genre de plateformes. Il y a aussi un 53%, c'est un peu moins important, mais c'est quand même en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a une augmentation de 21 points en 2 ans. De ces entreprises ont une plateforme virtuelle de pré-intégration. Ça veut dire que les collaborateurs, ils peuvent déjà accéder dès chez lui avant son premier jour de travail et commencer à se familiariser avec l'entreprise, ses valeurs, etc. Il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas que la partie digitale, technologique, il y a aussi l'aspect relationnel, on le sait tous. Il y a quand même 60% des entreprises, des top employers qui proposent des groupes sur des réseaux sociaux internes qui sont exclusivement pour les nouveaux embauchés. Ça, c'est entre autres pour faciliter l'intégration aussi au sein de l'entreprise. Et il y a 96%, donc une très grande majorité, qui attribue un buddy. Donc, c'est un rôle qui est vraiment très généralisé parmi les top employers. Et c'est une personne qui est généralement un père qui soutient ses nouvelles embauchés au quotidien pour qu'ils puissent s'intégrer en douceur dans l'entreprise. L'idée, c'est de l'aider à accomplir des tâches opérationnelles, de les guider sur la manière dont les choses sont faites, les valeurs de l'entreprise, etc.
D'autres exemples qu'on a pu voir parmi nos top employers aussi, ce sont des parcours qui sont digitalisés, pas seulement au niveau du pré-boarding. Il y a aussi l'utilisation des outils comme la gamification, l'utilisation des différents scénarios et des découvertes virtuelles, par exemple, du site de production, de la maison mère, etc. Ce sont d'autres pratiques que nous avons pu voir. Maintenant, je vais laisser la parole à Pascal pour qu'il complète, il nous parle de leur approche chez Cegid. Donc, comme je l'ai dit précédemment, sur une partie de notre parcours d'intégration, donc qui a différentes phases qui vont de la partie du welcome à la partie de l'accompagnement à la formation avec un parcours d'intégration distincte en fonction des différents métiers. On a aussi une vision qui est la possibilité et la nécessité plutôt pour des collaborateurs de pouvoir partager entre eux et de leur faire toucher du doigt ce que peuvent être les valeurs de l'entreprise au travers de ce qu'on a choisi comme étant un jeu. Et donc, on a élaboré sur mesure, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec un certain nombre de sociétés pour leur dire nous, ce qu'on souhaite, c'est au travers d'un jeu qui est la capacité à regrouper des profils qui ne sont pas forcément de même métier, de leur faire toucher du doigt qu'est-ce que ça veut dire la partie du sens du service et de l'orientation client, comme une de nos valeurs, de l'esprit d'équipe et de l'entraide, de la curiosité et de l'esprit d'innovation et de la partie de la performance. Donc, de monter un scénario qui mette en mouvement ces valeurs et qui surtout les fasse s'exercer de manière collective au travers de nos nouveaux collaborateurs. Donc, on a initié ça pendant la période de Covid, donc c'était que du digital, et pour autant, on travaillait vraiment dans une story qui était collective. Donc, c'était un peu, on va dire, en mode aventure. On a un certain nombre d'éléments à résoudre et d'interrogations auxquelles il faut répondre, y compris au travers de constructions communes. Le sens du service et l'orientation client, c'est notre objectif à nous, c'est de faire en sorte qu'on est au service de nos clients. Et donc, il faut avoir la capacité à être à l'écoute des clients, mais surtout aussi à décider. Le deuxième point, c'était la partie d'esprit d'équipe et l'entraide. Dans nos activités, dans nos métiers, on ne peut pas travailler tout seul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être, on va dire, ensemble et travailler ensemble? Et donc, là, de la même manière, dans la partie du gaming, de travailler sur de la résolution et de la co-construction d'un certain nombre de livrables, donc qui font partie du schéma du scénario dans notre jeu. De la même manière, la partie curiosité, esprit d'innovation, c'est la capacité à répondre à nos clients dans une vision prospective de ce que peut être demain leurs besoins. Donc ça, c'est la partie curiosité et innovation, et de trouver des solutions qui ne soient pas forcément des solutions qui sont préconstituées ou, on va dire, peut-être des fois prédéterminées. Puis enfin, la partie de la performance au sens où l'objectif, c'est de donner du sens à ce qu'on fait par rapport à un objectif qui doit rester à l'esprit de chacun. Quand on travaille ensemble, on fait ça pourquoi? Et donc, la performance attendue au sens de la partie du livrable attendu. Et donc, c'est ce qu'on met en place au travers de notre jeu à ce jour à l'attention de l'ensemble de nos collaborateurs, avec des très bons moments où, on va dire, des métiers qui ne se côtoient pas forcément dans l'organisation de manière quotidienne apprennent à se connaître. C'est aussi un très bon levier pour créer son propre réseau interne. On a organisé ça sur 2 jours. Donc, l'enjeu, c'est bien entendu de pouvoir avoir des moments communs, qui soient à distance quand on est dans une période de pandémie ou qui soient plus en présentiel quand on a la capacité à regrouper nos collaborateurs. C'est quelque chose qui est aussi évalué, c'est-à-dire qu'on demande à l'ensemble de nos collaborateurs comment est-ce qu'ils ont perçu ça, est-ce que ça a répondu à leurs objectifs, à nos objectifs, quels sont les points qu'ils souhaitent potentiellement ou suggérer comme amélioration, ou les points de force qu'ils pensent qu'ils leur ont apporté beaucoup, et ce qui nous permet d'être dans un mode itératif par rapport à ce qu'on présente, et donc de l'améliorer de manière permanente, avec un niveau de satisfaction qui est supérieur à 90% et un niveau de participation qui est à 100%. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Pour nous, c'est une vraie réussite de ces 2 dernières années, créée dans un cadre de pandémie qui n'était pas évident du tout, qui était un vrai challenge pour les équipes en interne, et puis qui était un vrai challenge aussi pour
à distance, comment est-ce qu'on met en place ce type de jeu, ce type de démarche et ce type d'appropriation par rapport à des valeurs d'entreprise qui des fois sont un petit peu théoriques et dont on essaie de faire toucher du doigt l'aspect pratique. Voilà pour aller à l'essentiel de ce qu'est notre démarche sur cette partie-là. Merci beaucoup, Pascal. Effectivement, c'est un très bon exemple de comment faire pour rendre vivant les valeurs et pas seulement que ça devienne une brochure, par exemple, quelques mots dans la page d'accueil de l'entreprise. Après ces éléments aussi, ce qui est un sujet important, un sujet clé et que nous pouvons voir par la suite, c'est l'implication du management dans ces processus d'onboarding qui est clé. Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on peut voir parmi nos top employers, comment le rôle des managers est impliqué là-dedans. Nous pouvons voir que ces managers, ils sont vraiment responsabilisés. Il y a 91% des entreprises qui font en sorte que leurs managers jouent un rôle actif dans l'onboarding. Donc, ça peut être pour enseigner quelques modules aussi, penser aux différents contenus du programme. Ça ne va pas rester juste une espèce de checklist de ce que les collaborateurs a fait ou pas fait. Ça va être vraiment de participer au processus. Et on voit aussi que 93% de ces entreprises font en sorte que ces managers aussi soient formés intégralement à ces processus d'intégration. Donc, ils savent pertinemment, précisément, quelle est chacune des étapes par lesquelles les collaborateurs va passer. C'est ce qui permet aussi d'améliorer les processus si besoin. Ce qu'on peut voir par rapport à l'amélioration du processus en soi de façon plus générale, c'est qu'il y a 61% des entreprises, ce qui implique quand même une augmentation de 17 points en un an. Donc, c'est quelque chose qui est en progression, en augmentation. 61% des entreprises analysent l'avis des managers en recruteurs sur l'expérience d'intégration. Ici, on ne parle pas de la performance de ces collaborateurs, de ces nouvelles embauchés. On parle vraiment de la pertinence du processus d'intégration par lequel il est passé. Est-ce que les différentes connaissances ou les différents know-how par lesquels il a pu passer ont été pertinents pour les postes qu'il a occupés? Pascal, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur comment les managers ont été impliqués dans les processus d'onboarding chez Cegid? Alors, comme je l'ai exprimé, ça a toujours été un point qui était porté au plus haut niveau dans l'organisation comme étant un point qui était important. Et donc, nous, on a l'avantage, on a notre directeur général qui fait tous les jours où c'est possible. Donc, bien entendu, il y a des fois des jours où c'est, on va dire, un peu plus compliqué, mais dès lors où c'est possible, c'est lui qui fait l'introduction. Alors, ça lui prend 20 minutes. Alors, bien souvent, les 20 minutes s'étendent un peu parce qu'il y a de l'interaction. Et donc, c'est lui qui introduit le propos de vous rentrez dans quelle entreprise. Donc, il donne la partie du sens de l'entreprise, de ce qu'est le projet de l'entreprise, donc toute la partie projection et vision de l'entreprise, c'est lui qui la donne. Donc, c'est lui qui fait l'introduction. Donc déjà, le retour, il est toujours extrêmement bon parce que les collaborateurs, les nouveaux qui rentrent dans l'organisation se sentent considérés et prennent en compte l'intérêt du dirigeant pour ce type de démarche. Et donc généralement, ça engage les collaborateurs de manière très importante. Le deuxième élément, c'est qu'on fait intervenir des membres du comité exécutif de manière régulière. Alors, on va dire grosso modo, ça leur demande 2 à 3 heures, 1 ou 2 fois par an, puisqu'on fait de la rotation, ce qui permet aux membres du comité exécutif de toucher, on va dire, la partie de l'entrée d'un nouveau collaborateur dans l'organisation, quelles peuvent être ses questions, puisqu'une partie de mon job, c'est aussi d'exprimer au cadre de direction le fait qu'ils connaissent bien l'entreprise, ils y sont depuis longtemps, et ils ont souvent des automatismes que quelqu'un qui rentre dans l'entreprise n'a pas forcément. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'accompagner et bien souvent bien le structurer. Donc, ça donne du sens à la démarche et ça supporte la démarche pour la suite. Après, d'une manière générale, l'ensemble des managers
sont responsabilisés à la bonne démarche de onboarding, c'est-à-dire que c'est eux qui sont acteurs dans la partie de la bonne réalisation du onboarding du collaborateur. Dans les welcome collectifs, ce n'est pas un sujet RH en tant que tel, c'est un sujet qui est collaboratif, où on demande à des managers de venir aussi exprimer, on va dire, un certain nombre de choses très pratiques. Et chaque manager, pour chaque nouveau collaborateur, a son plan d'intégration. Et donc, il est accompagné. On fait des choses très classiques comme des bilans d'intégration qui sont faits aussi avec le management et avec la partie des nouveaux collaborateurs. Et c'est le management qui s'assure du bon déroulé du plan. Ce n'est pas lui qui l'exécute sur la totalité, puisque bien entendu, il est accompagné là-dessus. Mais c'est lui qui en est le garant de la bonne exécution. Et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien pour la plupart des collaborateurs et auquel les managers maintenant sont complètement, on va dire, associés et habitués. Donc, c'est un très bon outil de responsabilisation, c'est un très bon outil d'engagement. Et puis, quand vous avez un collaborateur qui a ses rituels réguliers avec son manager quand il rentre dans l'organisation, c'est quelque chose qui participe on va dire, à l'adhésion du collaborateur et au fait que on a un taux d'attrition. Donc, comme on le disait tout à l'heure, des fois, la première perception, ça peut être, si elle n'est pas bonne, qu'il y ait des gens qui partent. Nous, on est très attentif à ça. Donc, on suit notre taux d'attrition sur les 6 premiers mois d'entrée dans l'entreprise. Et on voit que le travail paye, comme on dit, puisqu'on a réduit ce taux d'attrition de manière assez importante ces 2 dernières années. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Ça permet de comprendre mieux le processus dans sa totalité. Ce que je vous propose maintenant, parce que je vois qu'il y a déjà une question dans les chats. S'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite en poser d'autres, bien sûr, vous pouvez encore le faire. Alors, nous avons reçu une première question. Comment concilier l'utilisation de ces jeux qui peut se faire en permanence, car nécessitant probablement une taille minimale des groupes et donc après un certain nombre de recrutements réalisés, et la nécessité d'un autre côté d'un onboarding en temps réel dès le recrutement réalisé. Alors, je vais vous donner mon expérience du sujet qui n'a pas de valeur absolue, mais on a été dans la même pratique qui était de faire des recrutements au fil de l'eau. Ce qui faisait que c'était très compliqué d'aborder les collaborateurs avec une vision globale, de leur donner du sens, et puis d'un point de vue purement logistique, d'être capable d'organiser ça, on va dire, à chaque fois qu'un nouveau collaborateur rentrait. Et donc, on a travaillé là-dessus en partageant le fait qu'on peut faire rentrer des collaborateurs 1, 2 ou 3 fois par mois en fonction des volumes que vous avez. Donc, chez nous, c'est entre 1 et 2 fois par mois. On a des groupes où, grosso modo, ça va de 20 à 40 collaborateurs. Et on a partagé avec le management que c'était beaucoup plus efficient d'essayer de se donner des promotions d'entrée plutôt qu'au fil de l'eau, qui nécessite en plus, d'un point de vue logistique, pour le management, on va dire bien souvent des choses qui sont faites, je parle pour mon organisation à ce jour, qui étaient faites peut-être un peu trop rapidement et avec donc un degré de qualité de l'intégration qui n'était pas optimal. Et donc, on a travaillé là-dessus pour faire des séquences où on faisait rentrer à des dates qui étaient prédéterminées d'avance tout le monde sur un même moment, ce qui fait que dès le lendemain, ils ont un welcome. Ce que je vous ai exprimé sur la partie du jeu, ça intervient plus tard parce que l'objectif, c'est qu'ils aient déjà une première appropriation de l'organisation pour que ça fasse un petit peu écho à ce qu'ils ont vécu. Et généralement, on le fait avant la fin du premier mois de leur arrivée dans l'organisation. D'accord, merci. J'espère que ça répond à la question de la personne qui l'a posée. Si jamais il y a d'autres interrogations, vous pouvez les ajouter dans les chats. Je peux voir qu'il y a une autre question de Iris. Dans quelle partie des RH se trouve le ownership de l'onboarding? C'est aussi une très bonne question. Je vois qu'on a partagé les mêmes sujets. Donc, moi, en tant que manager de l'équipe RH, c'était un point de discussion au sein des équipes. Donc, à ce jour, d'un point de vue formel, c'est la partie Talent Acquisition qui est en charge la partie du onboarding. Mais en fait, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail collectif, puisque dedans, vous avez différents intervenants. Et puis surtout, vous avez des contributeurs, notamment toute la partie Talent Acquisition, Talent Development qui travaille avec la partie Talent Acquisition pour pouvoir
on va dire, animer et accompagner toute la partie du onboarding, que ce soit sur la partie de l'appropriation des programmes de formation, des programmes d'intégration. Donc, c'est un vrai travail d'équipe qui est l'idée à ce jour par la partie Talent Acquisition, mais avec des intervenants qui sont aussi bien des HRBP que que des collaborateurs de la partie Talent Acquisition ou de la partie Talent Développement. Donc, c'est la condition nécessaire pour que ça fonctionne bien, selon ma vision à moi, au sein d'une DRH. D'accord, merci beaucoup pour la réponse, Pascal. C'était ce qui transparaissait aussi de tout ce que vous nous avez raconté jusqu'à maintenant, vraiment l'application des différentes parties prenantes. Il y a une autre question dans les chats qui vient d'arriver qui dit est-ce que la direction générale est impliquée dans les process d'onboarding? Bon, en partie, je crois que vous l'aviez déjà répondu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Sinon, on peut passer à la question suivante. Ouais, il y avait un complément qui était est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Je suis convaincu que si on ne le fait pas, forcément, on donne moins d'importance à la partie de l'intégration. Et donc, forcément, comme dans toutes organisations, des fois, vous avez plus de mal à mobiliser certains acteurs de l'organisation. Donc, quand vous avez le DG qui lui-même prend 20 minutes 2 ou 3 fois par mois pour pouvoir faire ça, généralement, c'est un bon moyen d'engager le management ou d'autres acteurs qui contribuent à ce type de démarche. D'accord. Merci. Et il y a une autre question aussi qui vient d'arriver, c'est par rapport au démarrage de l'onboarding. Est-ce que ça commence après l'arrivée du collaborateur? Est-ce que c'est après la signature du contrat du travail? Donc, comment est-ce que le pré-boarding est impliqué là-dedans? Alors, nous, c'est notre sujet qu'on a touché du doigt en fait pendant la période de Covid. Auparavant, on ne travaillait pas beaucoup sur le pré-onboarding et en fait, on s'est aperçu pendant le Covid que c'était beaucoup plus impactant pour des candidats devenus collaborateurs. Entre le moment où ils ont signé leur contrat de travail et le moment où ils intègrent l'organisation, il peut se passer plusieurs mois. Et donc, c'était nécessaire de pouvoir garder le contact. Et ça, on l'a touché du doigt pendant la période de Covid. Et donc, on travaille en ce moment à savoir comment est-ce qu'on facilite ce pré-onboarding, enfin surtout comment est-ce qu'on l'industrialise au travers d'une plateforme. Donc oui, c'est un vrai point de travail en ce moment. C'est pas suffisamment structuré pour que je puisse vous donner, on va dire, mon vécu là-dessus. D'accord, merci. Et il y a une autre question de Hugo qui demande par quels moyens vous avez formé les managers à votre processus d'onboarding et comment vous assurez-vous de l'homogénéité et du suivi de l'onboarding par les managers? Alors, nous, on a contourné un petit peu la difficulté de la formation du management au travers des conditions nécessaires pour pouvoir rentrer quelqu'un. Donc, en fait, dans notre processus d'engagement d'un nouveau collaborateur, on demande au manager qui nous précise quel va être son plan d'intégration en fonction du type de profil qu'il a, sachant qu'on lui met à disposition des templates sur la partie du plan d'intégration, puisque bien entendu, sur nos principaux métiers, on a un certain nombre d'éléments, mais il lui appartient aussi à lui de remplir un certain nombre d'éléments qui lui sont propres, à savoir les entretiens de bilan intermédiaires, les entretiens de bilan finaux, le fait que tout ça soit bien exécuté. Et donc, on leur met à disposition un certain nombre de structures qu'ils ont à compléter. Et dans la partie de notre programme de management, la partie de la relation avec les collaborateurs, qui n'est pas simplement la relation de onboarding, mais l'interaction avec les collaborateurs fait que la partie entretien ou rituel, comme on l'appelle chez nous, est un élément qui est important. Merci. Et l'homogénéité, il y a une deuxième partie qui était l'homogénéité du suivi de l'onboarding par les managers. C'est au travers de la partie alors, il y a deux éléments à ça. On a des parcours d'intégration par métier qui font que c'est pas le manager qui est, on va dire, en charge de ça. Donc, c'est à nous d'assurer que ces parcours-là soient homogènes. Donc, on a des indicateurs sur la bonne réalisation, la bonne complétude, la satisfaction des collaborateurs par rapport à ça. Et puis, on a le bilan, de manière très classique, un bilan d'intégration qui est fait, on va dire, en triangulaire entre le management, la partie RH et la partie du collaborateur qui nous permet de nous assurer que les choses sont à peu près homogènes et de corriger quand on a quelques éléments. Merci Pascal.
il y a une autre question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une digitalisation des indicateurs de suivi d'onboarding? Je ne suis pas certain de bien comprendre la partie digitalisation, mais on a un monitoring des indicateurs de suivi. Donc, on a un modèle de survey vis-à-vis des. Alors, je ne vais pas faire de la pub parce que je ne vais pas donner le nom du survey, mais on a un modèle de survey vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc, dans ce sens-là, c'est centralisé, c'est globalisé et donc c'est remonté de manière automatique pour dire quelle est la perception, quel est le bilan et ainsi de suite. Donc, oui, ça, c'est digitalisé dans ce sens-là. De la même manière, sur la partie des indicateurs, donc le taux d'attrition, le taux de complétude des activités de formation et d'intégration font l'objet d'indicateurs qui sont spécifiques. Tous nos investissements en matière d'apprentissage, de formation, de développement distinguent bien les nouveaux collaborateurs de ceux qui sont déjà présents. Donc, ça nous permet de voir quel est le niveau d'investissement qu'on met et quel est le niveau de résultat qu'on peut avoir. Merci. Et une autre question. Quelle charge de travail représente l'onboarding chez Cegid? Je ne suis pas capable de répondre à la question de manière très, on va dire, chiffrée. Mais c'est un travail qui est, on va dire, réparti sur plusieurs activités, comme je l'ai précisé, et qui a pu poser question au sens, oui, mais c'est du travail de faire tout ça, mais qui très vite se pose moins quand vous voyez l'impact que ça peut avoir en termes de conservation des nouveaux collaborateurs et en termes de satisfaction des nouveaux collaborateurs. Quand vous avez mis des managers dans ce type de session et qui s'aperçoivent que le fait de participer, le fait d'avoir des gens qui sont intéressés par leur métier, qui leur posent des questions, généralement, ça règle beaucoup de choses en matière d'investissement, au sens du temps qu'ils peuvent y passer. Après, l'investissement ou la charge, on va dire d'un point de vue économique, elle existe, mais c'est pas le plus important, c'est la mobilisation des uns et des autres. Et l'enjeu et l'effet de levier, c'est de pouvoir faire intervenir de manière assez large des personnes. Et si j'ai quelque chose à partager, c'est qu'il y a une chose qui a très bien marché chez nous, c'est par exemple de faire intervenir des métiers ou des experts de leur métier, pas forcément des managers. Moi, j'évite par principe d'avoir des managers qui interviennent, présenter quel est le métier, quel est leur métier aux nouveaux qui rentrent dans l'organisation. C'est très valorisant, ils y prennent toujours beaucoup de plaisir, généralement ils ont beaucoup de questions et le niveau d'interaction, il est important. D'accord, merci beaucoup Pascal. Je vois que pour l'instant, on n'a plus de questions dans le chat, donc je propose, alors on va passer à la fin. Mais avant de passer à la fin, ce que je voulais, c'était partager avec vous quels seront les prochains webinaires. Donc, il y a 2 événements à venir. On a un événement sur comment valoriser des compétences managériales des groupes, avec une Groupama et une de nos auditrices, Malvina de Corbier. Et un autre webinaire en 2022, Fidéliser les talents, sera critique et recruter sera difficile avec Vincent Mintry et l'entreprise SesMeUp. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Et je vous rappelle aussi que vous allez recevoir par mail les liens vers les replays du webinaire. Et avant de terminer, bien sûr, je voudrais remercier chaleureusement Pascal pour son témoignage, pour tous les éléments qu'il a partagés avec nous aujourd'hui. Et merci à tous et bon week-end. Bon week-end. Au revoir.